Bagarre bagarreuse, bienvenue à la bagarre. Vous l'avez vu sur la vignette, on reçoit aujourd'hui Baysangour Shamsundinov. Bienvenue à la bagarre. Merci beaucoup. Avant toute chose, est-ce qu'on peut t'appeler Baki? Parce que mon collègue à côté Jeep, il va écorcher ton nom. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Ça fait plaisir. Je te remercie. On va parler bagarre, on va parler stratégie de combat, comment tu amènes le combat, comment tu arrives à t'adapter à tous tes adversaires, comment tu arrives à casser cette hype. Parce qu'on t'a donné un invaincu la dernière fois en termes Bobby Palette, tu lui as cassé sa hype. Là, on te redonne un invaincu pour le RS11. On va débriefer tout ça ensemble. Mais première question, t'es pas déçu de ne pas combattre Abdul pour la ceinture d'Ares des 77? Non, je suis pas déçu parce que de toute façon, lui, il doit partir à l'UFC, je pense, il le mérite largement. Et moi, la ceinture Ares, même si je pense qu'elle me revient bientôt, c'est pas l'objectif final. Ouais. Donc, c'est une étape, mais c'est une étape importante. Exactement, c'est une étape. Donc, je suis pas obsédé par cette ceinture, D'accord. mais je serais content si je peux la faire, quoi. Très bien. Bah, parlons tout de suite alors des combats que tu as fait à Arès. Tu as combattu déjà 2 fois à Arès. Tu as pu combattre Michael, qui va bientôt affronter Jordan. Mhm. Un gars très 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 solide. Vous êtes mené une vraie guerre en striking. C'était ça ton plan de base déjà de base? C'était ça ton game plan contre Michael? Alors, mon game plan de base, c'était la lutte contre Michael Maresardi parce que je sais que c'est un striker et que c'est un bon striker. Mais je crois que 2 semaines avant, avec mon équipe, on a modifié un peu le game plan et on s'est dit que on peut quand même faire quelque chose en striking. Et le truc, c'est que moi j'ai un bon striking, sauf que les gens ne le savaient pas jusqu'à ce jour. Parce que moi, tous mes combats, je les avais remportés en utilisant principalement la lutte, le sol, tout ça. Donc justement, c'était le game plan parfait, je pense, contre Michael Maresardi, parce que justement, il s'attendait à de la lutte. Oui, il t'attendait sur la lutte, C'est ça. forcément. Et c'est là qu'il a été surpris. Et d'ailleurs, j'ai eu des amis qui ont discuté avec lui et qui m'ont dit que, ce qui paraît, ça a bien marché. D'accord, c'est ça qui l'a surpris. C'est ça. D'accord. Moi, ce qui m'a surpris, c'est la capacité que tu as eue de faire ce qu'on t'a demandé juste avant le combat, en coulisses. On te demande de mettre un kung fu, un coup de pied kung fu, un coup de pied donc au menton. Pour ceux qui ont déjà vu ce fameux coup de pied chez Anderson Silva. Et en combat, tu l'as tout de suite appliqué. Ouais. Comment tu as pu assimiler et le refaire tout de suite? Parce qu'en général, ça se travaille ces choses-là. En fait, là, je me suis dit que c'est un bon moment pour le mettre, ce coup de pied. Parce que le truc, c'est que moi, j'affronte souvent des grands. Tu vois, j'ai affronté Bobby, avant lui, j'ai affronté Attila. Enfin, avant Maresardi, je veux dire, j'ai affronté Attila. Tu sais, souvent des grands. Et le problème des grands, c'est que ce coup de pied ne marchera jamais. Tu vois, ils sont beaucoup trop hauts. Ça prendra beaucoup plus de temps à atteindre leur menton, etc. Et en plus, les grands, vu qu'ils aiment garder la distance, tu vois, il n'y a pas vraiment un timing pour mettre ce coup de pied. Maresardi, il faisait à peu près ma taille. 1m80. Ouais, c'est ça. Et surtout, il bloquait, genre, tu sais, il avançait comme un tank. Genre, il avait juste la garde montée et il avançait. C'était la bagarre. Ouais, c'est ça. Donc, c'était le moment parfait, tu vois, pour mettre le front kick dans la tête. Et ça a bien marché, je l'ai même eu plusieurs fois dans le combat, tu vois. Ouais, tout à fait, ouais. Oui. Non, parce que c'est vrai que souvent, la définition d'un bon combattant, dedans, il y a forcément plusieurs choses qui rentrent. Et l'une des premiers critères pour être un très bon combattant, c'est la capacité à absorber les techniques et pouvoir les reproduire tout de suite. Et c'est vrai que chez toi, c'était hallucinant, quoi. Tout de suite, tu as pu reproduire J'irais même plus loin parce qu'en fait, il s'est adapté, comme tu disais, avant le combat. Mais même pendant le combat, tu arrives, en fait, on voit, à adapter ta stratégie. En fait, tu vois, tu vas partir, tu as une stratégie, bon, tu vas prendre un striker, tu dis je vais partir en lutte. Mais on a l'impression, après tu vas nous le confirmer ou l'infirmer, que si tu te sens un peu supérieur en striking, tu vas y aller. Oh, bien sûr. Ouais. Comme je l'ai dit dans plusieurs interviews, moi j'aime bien aller là où la différence est la plus grande. Michael Maresardi, le truc c'est que, ok, si on prend sa carrière et qu'on prend ma carrière, la différence elle devrait être sur la lutte. Mais moi j'ai plutôt essayé de voir ça sur le camp d'entraînement. Et je pense que sur ce camp d'entraînement là, lui il a voulu travailler la lutte, le contrôle, la cage, tout ça, tu vois, pour pas se faire avoir. Et donc ça a rééquilibré le truc. Et en fait, je trouve que la différence c'était plutôt en striking qu'elle était là, tu vois. D'ailleurs, on l'a vu, nous, tu ressors gagnant de ce combat-là. Mais derrière, tout le monde s'attend à ce que tu sois heureux, content. Et dans une des interviews, justement, tu dis « Ouais, je suis pas content. Mon père m'a dit que c'était nul. On va régler le problème. Au prochain combat, on va régler le problème. Je sais où sont mes erreurs. Je vais pas vous le dire. Et je vais corriger ces erreurs-là. » Le combat d'après, donc c'est contre un 6-0. Bobby Palette.
Bobby Palette, un Britannique, parce que ça on va en discuter, le problème que tu as maintenant rencontré des Français peut-être. Et là on voit, c'est plus du tout le même combat, c'est autre chose qui se met en place. Tu prends moins de coups et tu vas tout de suite, très rapidement en lutte. Ouais. Tu peux nous dire si c'était ça, les corrections? Il y avait un peu de ça dans les corrections, mais en fait, faut savoir que même contre Bobby Palette, à la fin, mon père, il était pas content non plus. Perfectionniste, là. Ouais, c'est c'est l'esprit ça. militaire Donc là, perfectionniste. vous allez voir la suite au prochain convoi, je pense. Mais le truc, c'est que, tu vois, encore s'il n'était pas content un mois après, ça serait quelque chose, tu vois. Je me dirais, ok, il est redescendu, il se dit, ok, là, il y a des erreurs et tout. Mais non, lui, c'était carrément le soir même, voire le lendemain, tu vois, quand on regardait le combat pour la première fois. Déjà, il y avait l'erreur là et tout. Mais j'aime bien, tu vois, c'est pour ça que je progresse aussi vite. C'est parce que même si sur les réseaux sociaux ou au club, tout le monde dit que je suis fort et tout, C'est pas ça qui te fait mon avancer. entourage, tu vois, Il dit la vérité. C'est ça, ils me disent la vérité. Et du coup, il y avait beaucoup de trucs à régler. Et ouais, justement, le fait de lutter, ça permet d'avoir moins de risques. Surtout quand je suis bien meilleur que l'autre en lutte, tu vois. Contre Bobby Palette, si je restais debout, je pense que j'aurais quand même gagné debout. Sur les petits échanges qu'on avait debout, j'avais quand même l'avantage, tu vois. Mais j'ai quand même préféré être dans la lutte. Sécurité avant tout. T'étais plus serein, ouais. Ouais, sécurité, oui et non, parce que quand même, il était fort au sol, quoi. Ouais, Fort au sol, t'as pas paniqué, mais il t'a mis en danger. On va dire qu'il a tenté 2-3 clés, il a tenté un juji, donc t'es très bien sorti à un moment donné. Justement, quand tu vas sur ces domaines de combat, est-ce que tu te dis pas, à un moment donné, je fais une erreur ou Bien c'est sûr. pas la bonne stratégie? bah, les erreurs, de toute façon, une erreur fatale, il y en a dans Oui, mais toutes ça, les parties du c'est MMA, du hein, tu combat, vois, hein, que ce donc, soit en grappling ou même debout. Donc, j'ai pas peur de l'erreur fatale, mais je pense que l'erreur fatale, elle aurait plus de chances d'avoir lieu sur les phases de striking, Debout. contre Bobby Palette surtout. Parce Oui, que ce oui, mec-là, oui. j'ai vu qu'il a un super cardio debout, mais un moins bon cardio sur les phases de lutte, etc. Tu vois. Donc, j'ai préféré l'emmener dans ces eaux-là plutôt que de rester debout. Bah, en tout cas, aujourd'hui, on est rassuré sur deux choses. Entre guillemets, rassuré. Hein. On est rassuré sur rien du tout parce que voilà, ton niveau est très haut. Et quand je dis rassuré, c'est ça qu'à un moment donné, tu prends une gauche et tu bronches pas. Il te met une sacrée gauche et là, tu bronches pas. Et là, on se dit, waouh. C'est-à-dire que le garçon, en plus, il est puissant, il avance, il est très bon au sol, il est bon au striking. Tu as un sacré jab. Ça, on peut en parler aussi. Tu as un très bon jab. Les jambes, voilà, elles sont présentes. Et en plus, tu encaisses. Alors, les mecs, ils vont aller te chercher, il va falloir qu'ils s'accrochent. Hein. Moi, j'irais en plus, il encaisse avec le sourire. Parce que contre Maurice Hardy, à un moment donné, vous étiez monté une guerre et tous les deux, vous aviez le smile. C'est ça. Et ça se check d'ailleurs. Ça se voit que. Ouais. Bah, tu vois, les grands, quand tu affrontes des mecs grands, il n'y a pas 60 000 solutions, il faut avancer. Et bah, quand tu vas avancer, bah, c'est sûr qu'il y aura des coups qui vont passer. Après, là, c'est vrai que ce crochet était très dangereux. Mais moi, je suis habitué, j'ai tourné avec beaucoup de grands à l'entraînement pour préparer ce combat-là. Donc, j'avais pas peur de prendre des coups et c'est pas une gauche comme ça qui allait m'arrêter, tu vois. Ça c'est dit, tu Ça, vois. c'est beau. Ça, c'est beau. Ton prochain combat, c'est là, c'est le 20 septembre. 20 janvier. Le 20 janvier, pardon. Ares 11 contre un Brésilien. Ouais. On va te laisser dire son nom, Alexander. Alexander Michael, ouais. Ouais. À 9-0. Non mais voilà, Il va on encore casser une hype, les gars. 9-0. Voilà. Et un striker. Ouais. Là, ça y est, tu as déjà la stratégie qui est en place. Ou alors, comme tu l'as dit dans une interview aussi précédente, peu importe qui on te met en face, de toute façon, toi, ta stratégie, c'est toi, c'est ce que tu es, toi, intrinsèquement, c'est tes qualités. Et tu t'adaptes pas forcément à l'adversaire. Bah, en fait, c'est un peu des deux. Parce que moi, du coup, il faut savoir que je suis un combattant complet. Et du coup, ben, même si je m'adapte à l'adversaire, c'est comme si je m'adaptais pas, puisque c'est mon style d'être complet. Tu vois, c'est pas je vais aller en lutte parce que l'autre est moins bon en lutte, alors que je préférais être debout. Moi, ça me dérange pas d'aller, peu importe où je vais combattre, ça me dérange pas du tout. Donc, ouais, Alexander Michael, je l'ai un peu regardé. D'accord. On est encore à 1 mois et quelques du combat. Donc, on n'est pas encore dans la stratégie millimétrée. Mais on s'y approche. Pour l'instant, on est sur les grosses lignes. Quel style de combattant c'est? Avoir des sparring qui ressemblent à ce mec-là. Et après, sur les leçons en pas d'ours, c'est là qu'on va trouver les petites erreurs pour en finir avec ce mec, quoi. D'accord. En termes de travail de stratégie, au MMA Factory, je pense que tu l'as travaillé avec tes coachs. Tu l'as travaillé avec qui particulièrement? Alors, avec Fernand Lopez, Ok.
On a des sessions, pas d'ours, Ok. des sessions game plan, où je vais travailler sur un thème précis D'accord. et ce thème-là, je vais devoir l'avoir au combat. Tu vois. D'accord. Et est-ce qu'il y a, excuse-moi de te couper, est-ce qu'il y a un game plan, enfin, tu as combien de game plans en fait, en gros, dans notre stratégie? Est-ce que tu as un game plan dans le cas où tu domines? Est-ce qu'il y a un game plan où si tu as perdu tous les rounds, il y a le game plan B qui vient se mettre en place ou quoi que ce soit? Non, il n'y a pas de ça. D'accord. Il y a un game plan et il faut le respecter. Ok. Ouais. Le game plan, c'est gagné. Si le game plan est respecté, on va gagner. L'erreur, ce serait que je le respecte pas. Si je le respecte pas, je vais peut-être perdre, tu vois. Mais si je respecte le game plan, je vais gagner. Aujourd'hui, justement, je rebondis sur ce que tu disais. Aujourd'hui, tu es à MMA Factory. Mais ça fait pas très longtemps que tu es à MMA Factory. Tu es arrivé au mois de mai, c'est ça? Ouais, c'est ça. Pourquoi tu débarques au MMA Factory? Parce qu'avant, tu n'es pas au MMA Factory. Et déjà, quand tu arrives, tu es déjà sur des victoires. Mais tu as du mal, je crois, à trouver des adversaires. Est-ce que c'est ça qui te fait venir au MMA Factory? Alors, un peu de ça, mais il faut savoir que moi, je viens pas de Paris. Donc, je viens de Strasbourg, tu vois, et là-bas, il n'y a pas vraiment beaucoup de clubs de MMA. Moi, je faisais 60 km pour aller chez mon coach Eddy à Sarrebourg. Et franchement, En Allemagne, d'ailleurs, donc? non, ça c'était encore avant l'Allemagne. C'est encore avant l'Allemagne? Ouais, Sarrebourg, non, l'Allemagne c'était encore avant ça. D'accord. Et donc, Eddy, justement, c'était juste avant de venir à Paris. Donc, à Sarrebourg, c'est 60 km. Eddy, c'est un super coach, franchement, magnifique et tout. Et d'ailleurs, je le Salut. recommande. Salut Eddy. Tu peux lui faire le Salut, bonjour. Merci pour tout, Eddy. Faut savoir que encore aujourd'hui, quand quelqu'un me contacte pour savoir comment j'ai commencé le MMA, tu sais, des gens qui vivent à Strasbourg, même s'ils ont toute cette route à taper, moi je leur dis d'aller chez Eddy. Parce que chez Eddy, c'est là-bas que leur carrière va décoller, tu vois. Donc, le problème, c'est juste que. Excuse-moi, on peut citer le club, comme ça les gens. Ouais, c'est la Old Dog Team. Donc, voilà. Ok. Et le problème, c'est que, vu que c'est une petite ville quand même, il y avait peu de combattants professionnels. Donc, je suis allé sur Paris. De base, j'étais allé juste pour m'entraîner un petit peu. Et du coup, quand je suis arrivé au Factory, on m'a proposé de travailler avec eux, quoi. Et moi, j'ai accepté parce que j'ai vu les infrastructures, les sparring partners, Donc tu étais déjà pro quand tu es arrivé ouais. Factory. D'accord. Et là, tu t'es dit après, ouais, opportunité de combattre à Arès. Premier sparring, il va te dire contre qui c'est? Nassourdine. T'imagines, premier sparring. Ouais. Voilà, tout simplement, je pense qu'on t'a mis dans l'ambiance. Ouais, c'est ça. Forcément, ça te motive. Bien sûr, ça motive de ouf même. Jordan était récemment aux États-Unis, Jordan Zebo. Il a eu l'occasion de tourner avec des combattants de l'UFC. Et il nous a dit qu'il ne trouvait pas qu'il y avait un énorme fossé entre lui et les combattants de l'UFC. Voilà, énorme fossé, c'est-à-dire, je ne parle pas dans le sens qu'il pourrait aller les chercher d'un top 5 ou un top 10, mais en tout cas qui sent qu'il a sa place à l'UFC. Est-ce que toi, en tournant avec des gens qui sont à l'UFC, justement dans la Factory, tu te dis, le fossé n'est pas si grand, je peux avoir ma place? Je ne parle pas toujours, pas dans le top 15, mais à l'UFC. Bah oui, clairement, j'ai ma place à l'UFC et ça, c'est sûr, il n'y a aucun doute. Après, le truc, c'est qu'au Factory, on n'a que 2 combattants qui sont à l'UFC, c'est Nassourdine et Cyril Gane. Et tu vois, eux, c'est des catégories au-dessus et même des gens qui sont bien haut dans le classement. T'as Gomis maintenant qui a signé aussi. C'est ça, Gomis aussi. Mais qui est en dessous en termes de poids. C'est ça. Mais on a aussi des gens qui ont été vétérans au UFC, ou même parfois des gens qui étaient à l'UFC et qui viennent au club pour s'entraîner, etc. Et en tournant avec eux, ça m'arrive même d'être au-dessus. Donc, bien sûr, je sais que j'ai le niveau. Maintenant, il faut juste déplacer le curseur, quoi. Qu'est-ce qui ferait que cette fameuse ceinture, ça te permettrait d'aller… Parce que justement, Abdul arrête. En tout cas, il n'arrête pas, c'est-à-dire qu'il laisse sa ceinture vacante, il monte en 84, va chercher la ceinture de 84 à Arès. Donc elle est vacante. Nous, on pense que légitimement, surtout si tu comportes ce combat-là, contre Alexander Michael Diana, logiquement, tu es invaincu. Tu es sur 6, voire 8 selon comment on compte. C'est mon Sherdog. C'est mon Sherdog. Donc logiquement, tu serais légitime pour aller chercher la ceinture. Bah, normalement, je pense que je mérite la ceinture après ce combat. Enfin, je mérite un combat pour la ceinture après ce combat. Donc, j'espère qu'on me le donnera, ce combat. Il t'aurait un nom en tête contre qui tu aimerais bien… Non, j'ai pas de nom à donner. Moi, peu importe qui c'est, j'accepte. Et d'ailleurs, oui, est-ce que tu n'as pas du mal justement à trouver des combattants français? Parce que là, tu viens de faire un Britannique, là tu fais un Brésilien, et on espère qu'il ne sera pas en jet lag et complètement amorphe.
n'arrive pas 2 jours avant. J'espère aussi. Parce que voilà, non mais ce serait dommage que ça biaiserait un peu ta victoire. Tu vois, voilà, donc avoir des mecs à niveau c'est important. Donc ouais, est-ce que ce serait à ton avis un étranger ou est-ce que ce serait un… Je pense que ce sera finalement encore un étranger parce que des welterweight en France, il n'y en a pas tant que ça en fait. En tout cas, qui pourrait combattre pour la ceinture Ares. Donc ouais, je pense que ce sera encore un étranger. Après, faut voir qui. Tu te laisses combien de temps pour arriver à l'UFC? J'ai pas une date limite à atteindre, tu vois, mais j'aimerais bien y être pour peut-être fin 2023 ou début 2024. D'accord. Oui, donc Ce serait cette zone que je vise, tu vois. D'accord. T'as pas une date, mais t'as quand même une date quoi. Ouais. Oui, parce que là, en gros, il te reste 2 combats à l'UFC. Donc, à l'UFC, à Arès, avant de renouveler ton contrat. Donc, c'est là que la question se posera aussi. Voilà, est-ce que tu peux faire quelque chose pour… C'est ça. Après, bien sûr, j'ai dit c'est la date que je vise, mais on sait jamais ce qui se passe. Bien sûr. Sauf ça se trouve, je suis blessé, ça se trouve, je perds, tu vois. Tous ces trucs-là, on sait pas. Donc, je fais confiance en Allah et j'espère que dans cette zone-là, j'irai à l'UFC. Après, si tu deviens champion de Ares, je pense que tu en auras des combattants qui viendront te chercher. Ouais, je pense aussi. Ouais, là, je pense qu'il y en aura. Bizarrement, ça va changer. Ouais. On a eu l'occasion de recevoir Jordan aussi, qui nous disait que pour la ceinture, ça ne le dérangerait pas de combattre un combattant de chez MMA Factory, pour la ceinture. Est-ce que toi, ça te dérangerait de combattre quelqu'un de chez MMA Factory pour la ceinture? Non, ça me dérangerait pas spécialement d'affronter un gars du Factory. Après, tant que c'est pas le gars avec qui je m'entraîne tous les jours, des trucs comme ça, tant que c'est pas ça, moi j'accepte, il n'y a aucun problème. Le plus important, c'est la ceinture. C'est ça. Quoi? Tant que ça reste pas les liens d'amitié, comme tu disais. C'est ça. Ouais. Ça reste plus important. Ouais, c'est quand même important. Ce qu'on peut comprendre d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est quoi tes axes de travail par rapport pour t'améliorer? Parce qu'on sait que tu es en permanence, tu cherches à t'améliorer. C'est quoi aujourd'hui tes axes de travail? C'est l'alimentation, le mental, en dehors de la technique? En dehors de la technique, je sais pas trop. J'essaie de travailler du mieux que je peux. Mais moi, c'est surtout sur la technique que j'essaie de m'améliorer. En fait, j'essaie tout simplement d'améliorer mon niveau dans chacune des disciplines où je suis bon. Donc, en tant que combattant MMA qui est complet, j'essaie d'améliorer mon grappling, ma lutte, mon striking, mes contrôles contre la cage, la gestion de l'espace, tu vois, tous ces trucs-là, c'est très important et j'essaie de l'améliorer. C'est vrai que si on compare tes 2 combats face à Michael et ensuite face au Britannique, on voit une différence. C'est qu'avec Michael, en effet, tu as essayé de cadrer Michael, mais tu tournais énormément. C'est quand même Michael qui avançait plus, toi tu tournais autour de lui. Et face au Britannique, c'est l'inverse. Ouais. C'est toi qui es venu mettre la pression pour aller l'emmener au sol. C'est ça. C'est parce que tu as rectifié cette erreur-là ou simplement tu t'es adapté à ton adversaire? Ah non, parce que contre Michael Marisardi, justement, c'était pas une erreur de faire ça. Si j'avançais contre Michael Marisardi, ça aurait donné une guerre dans les 2 sens. Donc je pense que malgré tout, je pense être plus solide et j'aurais sûrement gagné. Mais c'est pas là qu'on voit la différence de niveau. Moi, la différence de niveau, je l'ai montré sur mon coup d'œil, sur ma technique, sur mon niveau, tu vois. Et donc le fait qu'il y ait cette distance de lui qui avance et moi qui recule, ça me donnait la place pour m'exprimer et montrer cette différence de niveau. Mais tu l'as toujours eu cette approche du combat et j'ai envie de dire cette intelligence de combat? Parce qu'il faut quand rappeler que tu n'as que 21 ans C'est vrai. et qu'on a l'impression que c'est inné chez toi en fait. Toujours eu, je sais pas. Mais j'ai l'impression en tout cas que depuis que je fais du MMA, je prends des bonnes décisions. Oui. Je sais pas pourquoi j'ai cette impression. Et ça, tu le travailles spécifiquement, peut-être avec peut-être pas tes entraîneurs, avec ton père, quelque chose qui donne des conseils plus particuliers? Non, je ne travaille pas spécialement cette intelligence. Je pense que je l'ai un peu de base et c'est… Parce que comme tu dis, tu es un combattant complet. Contre Marisardi, tu aurais pu aller à la bagarre, justement. Et tu as réussi à pas le faire en fait. Très intelligemment, à pas aller à la bagarre et aller à boxer en reculant, à chercher le contre, etc. C'était très intelligent, alors que même des combattants beaucoup plus expérimentés, ils auraient été à la guerre. C'est ça, mais la guerre m'aurait rien apporté. Juste un risque supplémentaire de perdre bêtement. Ça, c'est la parole, la sagesse quand tu es là, assis là, mais dans le combat où tu arrives, où un gars il avance, il essaie de t'arracher la tête, tu arrives quand même à avoir cette réflexion. C'est ça qui est quand même énorme. Quel conseil tu donnerais d'ailleurs à Jordan qui affronte Michael là, le 20? Alors, est-ce que tu lui en as donné déjà des conseils? Oui, déjà j'ai essayé de lui donner quelques conseils, bien sûr.
Après, je l'ai aussi prévenu que, attention, ce sera peut-être pas le même Michael Maresardi contre le même combattant, effectivement. Ouais. Le mec, bien sûr, je pense qu'il a aussi appris de ses erreurs. Bien sûr. Il n'est pas dans une team éclatée, tu vois, il est au NR Fight. Il est au NR Fight, ouais. Donc, grosse team. Ouais. C'est ça. Donc, des gens très intelligents. Voilà, des entraîneurs intelligents, une équipe intelligente. Je pense qu'ils vont faire un bon truc. Mais je pense que Jordan va gagner ce combat. Parce que Jordan, je trouve qu'il est meilleur aussi en termes de niveau. Il est plus complet que Maresardi. Après, on verra ce combat. Et d'ailleurs, j'ai hâte de le voir, ce combat. Ouais, nous aussi, c'est clair. Aussi. Et le sien, Abdul, bref, plein de combats qu'on a envie de voir. On a vu ton niveau en striking. Pourtant, tu mets pas beaucoup de KO. Est-ce que c'est quelque chose, justement, que tu cherches pas forcément? Si tu as l'opportunité, t'en mets un ou En vrai, j'ai une bonne puissance de frappe. Ah ça on ne va même pas la tester, ouais, je pense qu'on est tous d'accord. Mais ça, je le sais, tu vois que j'ai une bonne puissance de frappe. Le seul truc, c'est que pour l'instant, en combat, j'ai pas eu l'occasion de beaucoup striker. Ouais, pas beaucoup striker, mais je pense justement, je reparle encore du combat à Michael Maresardi, parce que Bobby Palais, c'était plus compliqué à placer, je trouve. Ouais. Vu que tu boxais en reculant, tu aurais pu le cueillir sur un contre. C'est ça. C'est ça. Tu travailles beaucoup, je trouve. C'est ça. Je pense qu'en vrai, contre Maresardi, c'était peut-être des questions de millimètres. D'accord. Parce qu'il faut savoir, c'est vraiment une question de nerfs au niveau du menton, boum. Et après, il y a aussi des détails sur lesquels j'ai travaillé depuis, sur mon transfert de poids. Parce qu'en fait, je tapais bien, j'avais un bon transfert de poids en shadow, en sac de frappe. Ouais. Mais quand je tournais en sparring ou que je faisais des pattes d'ours, il était moins présent parce que je voulais plus toucher absolument plutôt que de vraiment arracher le mec. D'accord. Donc là, en ce moment, je travaille à fond sur ça. Donc vous allez voir au prochain combat, je pense. Après, Michael a quand même un coup de taureau et très très puissant. Là, je pense qu'en effet, là, le Brésilien, il est plus svelte, il est plus longiligne. Je pense qu'il aura plus de mal à absorber les coups. Ouais. Ouais. Bah, on verra bien. Ça se trouve, c'est moi, je vais tomber. On verra bien. On en doute. Franchement, on en doute. En parlant justement de prendre des coups, etc., tu as dit quelque chose, en tout cas moi, qui m'a fait sens. Tu as dit, il faut la douleur chez un combattant, elle est présente. Elle est présente tout le temps. Il faut apprendre à vivre avec, il faut qu'elle devienne quelque part ta meilleure amie, sinon tu ne peux pas vivre avec. Tu peux un peu nous expliquer comment toi tu gères par rapport à ça, la douleur, comment tu vis avec? Bah, moi déjà, j'essaie de... Tu vois, dans la vie de tous les jours, il y a des moments où tu peux choisir d'avoir la douleur ou de ne pas l'avoir. Et moi, j'aime bien prendre le chemin où à chaque fois je l'ai. Donc, tu vois, par exemple, tu vas prendre ta douche, tu la prends froide. D'accord. Et toutes ces petites décisions dans la vie de tous les jours qui font que du coup, tu préfères prendre le chemin de la douleur. Ben, je sais pas, mais peut-être ton cerveau, sans que tu le saches, il commence à... Il s'habitue à... C'est ça, il se dit que la douleur, c'est notre chemin à nous, en fait, finalement. Tu vois. Donc c'est comme ça que je gère ça. Est-ce que lorsque tu fais mal à ton adversaire, ça se voit en général dans les pupilles, dans les regards, est-ce que toi tu le ressens? Est-ce que tu continues à appuyer ou tu rentres pas, entre guillemets, dans cette guerre, tu te dis je continue à construire? C'est vrai que ça se voit dans les pupilles, mais parfois on peut confondre aussi la peur et le fait que le mec veut se venger. Parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est pas vraiment la peur, c'est plutôt que le mec a été touché. Et un mec qui a été touché, soit justement il va se faire manger par la peur, soit il aura l'esprit de vengeance. Donc c'est là que... Il peut faire une erreur. C'est ça. Et c'est là que toi, tu peux aussi faire une erreur. Parce que tu croyais que tu l'as touché et que maintenant, ça y est, il faut le finir. Alors que non, lui, il voulait juste se venger. Et c'est là que tu es allé, garde baissée, et boum, tu te manges un overhand et tu dors. Nulle part. Ouais. C'est ça. Tu peux faire des gros dégâts. Ouais. Juste pour revenir sur ton style, un peu sur d'où tu viens, juste pour rappeler tes ceintures noires de judo, mais je trouve que tu l'as très bien adapté parce que tu fais pas cette erreur qu'on voit de moins en moins, où les combattants de judo ils font des projections, ils donnent leur dos, souvent. Et on l'a vu même à l'UFC, il y a beaucoup de Brésiliens qui ont pris le dos parce qu'il y avait des judokas en face et ça perçait en étranglement arrière. Toi, c'est quelque chose que direct tu as réussi à gommer ou c'est avec le temps que c'est venu? Bah, en vrai, de vrai, donner son dos en MMA parce que tu as fait du judo, c'est une erreur de débutant. Je pense que ça, normalement, tu le rectifies dans les 3-4 premiers mois de pratique. T'as pris 2-3 étranglements arrière, puis c'est ça. T'as même pas fait de compétition normalement, juste aller à l'entraînement, c'est réglé, tu vois. Si vraiment les gens continuent de faire ces erreurs-là dans la cage, vraiment, c'est qu'il y a un problème. On les a vus dans la cage en plus. C'est ça. Ouais. Après, je ne juge pas le MMA à l'époque, parce qu'à l'époque, c'était vraiment des mecs qui venaient de leur discipline directement dans la cage. Tu vois. C'était pas vraiment des combattants MMA
qui venaient dans la cage. Depuis le début, ouais. C'est ça. Donc, ça serait plus si je vois ça aujourd'hui, tu vois, que ça me choquerait. Choquant. Mais il faut savoir que toutes les projections de judo ne sont pas efficaces en MMA. Oui, il y en a que certaines et il faut les réadapter. Effectivement. Et tu utilises très bien les petits balayages, tu les places. Hein. Ouais. C'est vrai que les amener au sol, après tu peux tomber dans la garde, tu peux te donner la demi, c'est pas forcément bénéfique pour toi. Quoi, au final. Et en plus, les gros double legs, c'est fatigant. Oui. Alors qu'une petite balayette, c'est ça. Ouais, c'est gratuit, ça mange gratuit. pas de points. C'est ça. Même si ça marche pas, tu vois. On peut revenir très vite. Allez, je vais sauter un combat. Moi, je vais me projeter déjà pour le combat pour la ceinture. Ok. Combat pour la ceinture, c'est 5 rounds. Ouais. On n'est plus sur du 3, on est sur du 5 rounds. Est-ce que tu penses qu'à ce moment-là, tu mettrais en place un changement par rapport à ton entraînement, plus de cardio? Tout à l'heure, je parlais d'alimentation, c'était pas non plus anodin parce que le cutting, forcément, ça fatigue aussi. Est-ce que tu changerais, est-ce que ces choses-là se mettent déjà un peu en place avec le professionnalisme qu'il y a chez Omega Factory? Ouais, je pense qu'il y aura des choses qui vont changer. Ce sera surtout sur les prépas physiques où on aura plutôt des entraînements sur du 5 rounds. Tu vois, sur les circuits training, ça va être du 5 rounds. Juste pour préparer le cœur. Après, au niveau de l'intensité que je vais mettre, je pense pas que ça changera grand-chose. Parce que, en fait, ça dépend de l'adversaire, tu vois. Ça dépend de j'affronte qui. Si c'est un mec qui mérite cette intensité dès le début, je lui mettrai. Si c'est le mec qu'il faut justement pas mettre l'intensité dès le début, je la mettrai pas. Donc sur l'intensité, ça va pas changer grand-chose, mais ce sera juste sur la préparation et au Factory, on a tout ce qu'il faut pour ça. Tu disais justement qu'avant, comme avant TT, tu faisais 10 rounds de sparring dur. Ouais. Tu pouvais le faire. Et depuis que tu es en Factory, tu es plutôt sur du sparring léger pour pouvoir progresser. Quel est vraiment le plus d'un club professionnel comme le MMA Factory? Qu'est-ce que ça t'a apporté vraiment en plus par rapport à ce que tu pouvais vivre avant? Je trouve que le MMA Factory et les clubs qui sont professionnels dans le monde, ce qui apporte vraiment en plus, c'est que ça ressemble au combat en fait. Ça veut dire je vais arriver au sparring, je vais parfois arriver juste pour faire une séance de 3 fois 5 minutes et je rentre à la maison. Tu vois, comme un combat, parce qu'en combat, on va pas faire un combat de 2 heures, c'est un combat de 15 minutes. Donc parfois j'avais des entraînements de 15 minutes, surtout quand le combat approchait. Donc déjà sur ça, c'était très pro. Les sparring organisés aussi. On n'affronte plus le mec qui est tout seul dans la salle, on affronte le mec qui est fait pour nous. Oui, d'accord. Ça, bien sûr, je parle quand on prépare un combat. Oui, bien sûr, tu as un style, tu travailles sur des thèmes spécifiques. C'est ça, parce que c'est aussi intéressant le travail avec n'importe qui, histoire de voir des gens différents. Oui, ne pas s'habituer à un style de combattant. Exactement. Donc, sur ça, c'est vraiment très pro. On a notre sparring dédié, on a notre game plan sur papier, donc tu vois, on a tout ce qu'il faut. Et en termes de modernité, par rapport à. Est-ce qu'il y a l'électronique qui se met aussi en place par rapport au cardio? Est-ce que vous faites. Je sais qu'on utilise parfois des cardio-fréquence-mètres. Tu vois, moi, mon préparateur physique, il m'en fait utiliser. D'accord. Mais c'est le seul truc. Il n'y a pas de. Moi, perso, je n'utilise pas des trucs qui me font travailler les muscles ou. Des trucs comme ça, je suis pas dedans. Mais je crois que ça existe. J'ai déjà vu au Factory des gens utiliser. Donc. Ouais, parce que tu te dis, si tu te projettes, si tu as ta carrière pro qui est en train de décoller, tu signes à l'UFC. Là, on sait que tu as 2 combattants à l'UFC au Factory. Tu as Cyril qui a touché le Graal du doigt et qui a eu la ceinture intérimaire des poids lourds. Et Gomis. Mais je surtout parler chez Lourdes, qui a touché le Graal. Est-ce que tu ne te dis pas que si tu signes à l'UFC, tu auras nécessairement le besoin de partir aux États-Unis? Pour combattre ou tu veux dire juste pour m'entraîner? Non, pour t'entraîner. Non, je pense pas. Je pense pas qu'il y a besoin de partir aux États-Unis pour s'entraîner. Parce qu'en fait, au Factory, on peut faire venir des gens. D'accord. Tu vois, c'est ça que le club il a de bien. Des gens de toute l'Europe, ils peuvent venir. Parfois, il y a même des gens, ils viennent du Daghestan, de Tchétchénie, juste pour nous, tu vois. Donc, j'ai pas besoin d'aller autre part. Après, si juste avant un combat pour s'habituer un peu à l'atmosphère, tu vois, on y va. Okay, je parle vraiment en tant que club, tu vois, de base. Tu n'as pas besoin, et tu sais que si tu as besoin d'un style spécifique de combattant, tu peux le trouver. Exactement. Et si je suis pas satisfait, je lui dirais
au coach et il m'en trouvera un autre. Ou en tout cas, il trouvera une solution. C'est beau ça. Trouve-moi un gars. Non, mais c'est important. Le mec, il va pas venir. Non, mais c'est important. C'est ça, c'est un bon coach. C'est très important. Ça. Parce qu'aujourd'hui, parfois, tu as des gens. C'est l'ouverture à l'extérieur. Effectivement. Toi, tu n'as pas à aller ailleurs, mais tu peux t'ouvrir à l'extérieur. Tous les clubs ne le permettent pas. Après, financièrement aussi, il faut aussi pouvoir se le permettre. Parce que financièrement, très bonne question. Oui. Aujourd'hui, tu es combattant pro. Je pense que tu n'en vis pas encore, vu ta jeune carrière. Comment tu fais au quotidien pour... Tu as des sponsors? Bah ouais, j'ai des sponsors qui m'aident et tout. Donc, donc déjà, merci à Pride or Die et tout. Donc, ouais, j'ai des sponsors qui m'aident, j'ai les primes de combat. Alhamdoulilah, j'ai eu le bonus au dernier. Oui, mais c'est ça. Mais ça, c'est toi qui vas aller chercher la prime de combat. C'est ça. J'espère encore l'avoir prochainement. Mais c'est vrai que pour l'instant, on n'en vit pas. J'ai aussi ma famille qui m'aide énormément, mes grands frères, mon père et tout qui m'aident financièrement. Donc on se débrouille pour l'instant. Ouais. Mais il faut savoir que c'est pas évident, que c'est du sacrifice quoi. C'est ça. Parce qu'on a deux styles de combattants pro. On a reçu des combattants pro qui ont un boulot à côté. Donc c'est aussi pas évident parce que tu peux pas t'y consacrer pleinement. Il y en a qui bossent de nuit parfois. Et il y a le style à toi où tu es vraiment consacré qu'à ça, mais tu gagnes pas ta vie avec. C'est ça. Ça peut pas durer indéfiniment non plus. C'est ça. Ça peut pas durer. Faudra réussir ou... Ouais, c'est ça. Donc ça te met encore plus la pression de réussir. C'est ça. Ou plutôt la dalle de réussir. L'obligation de réussir. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est marche en avant quoi. C'est ça. Il y a des gens que ça freinerait parce qu'ils sentiraient trop de responsabilités. Moi justement, ça me freine pas, ça m'accélère, tu vois. Je pense que là, tout est dit. Quand tu entends ça, moi T'es passé combattant pro à 18 ans, t'as fait ton premier combat le lendemain de tes 18 ans. C'est ça. T'as quitté l'école du coup, quand est-ce que tu t'es dit pro c'est fini, enfin l'école c'est fini, je passe pro et c'était 13 ans. Non, c'était justement juste après mon bac. D'accord. Ok. J'avais 17 ans. Ouais. J'ai fait mon premier combat pro le 17 août 2019. D'accord. Et du coup, j'ai arrêté les cours en juin 2019. D'accord. Et là, c'est hallucinant. Parce que tu as enchaîné le nombre de combats entre août et jusqu'à ce que Covid est arrivé, donc tout ce qui va avec. Donc jusqu'au mois de février de 2020. Donc là, en quelques mois, 5, 6, 7 mois grosso modo, tu as fait combien de combats? 4 combats. Donc, tu vois, ouais, tous les 2 mois. Un mois et demi. Ouais, c'était un mois et demi. Ouais. Un mois et demi, quoi. Tous les 1 mois et demi, il repartait. Et tu étais assez fort pour pas te blesser. Donc tu pouvais réenchaîner quoi. C'est ça. Et aussi à l'époque je cutais moins parce que j'étais plus jeune. En fait j'étais pro mais j'étais moins pro. Oui, forcément. Dans ma carrière. Tu vois. Mais je pouvais me le permettre parce que j'étais en début de carrière, j'affrontais pas non plus encore des tueurs à gages. Donc on peut se permettre ce genre de choses, combattre tous les 1 mois et demi et tout. Donc là aujourd'hui je le ferai pas. Donc voilà. C'est quoi pour toi un bon rythme de combat pour un combattant MMA? Je pense un bon rythme c'est tous les 3 mois ou tous les 4 mois c'est parfait. Ouais, ça fait 3 combats par an quoi. C'est ça, c'est parfait. Faut pas aller plus vite que la musique non plus. Et en plus, j'ai que 21 ans donc je suis pas pressé. Il faut durer. C'est ça. Est-ce que tu sens justement que cette catégorie de poids, tu pourras pas la tenir sur le long terme? Tu te dis à 25 ans, 28 ans? Non, je me dis pas ça parce que c'est dur à atteindre mais largement faisable. D'accord. On verra donc, on verra ce que ça donne. Peut-être, je pense, je vais combattre aussi chez les 84, mais pas par problème de poids, plutôt parce que j'ai envie soit d'une autre ceinture, ou soit d'affronter des gars un peu plus gros, tu vois. D'accord. Oui, après, et c'est là, c'est-à-dire que tu as énormément d'ambition. Et en effet, pour réussir, il faut avoir de l'ambition. L'ambition, et surtout, on a l'impression quand on l'écoute, c'est qu'il n'y avait pas d'autre solution en fait. Il n'y avait pas d'autre voie pour toi. Ouais. Je veux dire, s'il n'y avait pas le MMA, qu'est-ce que tu aurais fait par exemple? Franchement, je sais pas. Hein. C'est ça. S'il n'y avait pas le MMA, il faudrait chercher un autre endroit où je peux me battre. Parce que... Non, mais tout est dit, tu vois. Ouais. Moi, c'était même pas le MMA que je recherchais absolument, mais c'était un truc qui a un rapport avec le combat. Parce que moi, c'est le truc que je fais bien et je le sais depuis petit, je me bats bien. Donc, oui, mais par exemple, je pense, tu vas me dire si je me trompe, tu n'aurais pas pu rester dans le judo, par exemple. Non, c'est trop limité. Surtout quand j'étais sur le point d'arrêter, il y avait encore plus de règles. Tu vois, ça a commencé à devenir relou. Oui. Donc non, le judo, c'est impossible. Non, c'est impossible. Donc là, tu rentres à l'UFC, on espère le plus tôt possible. L'objectif, c'est de gagner une ceinture à l'UFC. Là, j'ai bien compris, c'est aller chercher peut-être 2 ceintures à l'UFC. Ouais, j'aimerais bien. Ouais. Voilà. Donc voilà, les objectifs, ils sont quand même là. Ça veut dire, concrètement, je vais au plus vite à l'UFC et on va essayer de chercher des ceintures. Exactement.
2024, l'UFC, si tout va bien, 2025, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Et tu te laisserais, allez, combien 3 ans à la Cyril? Pour de l'entrée à l'UFC à la ceinture peut-être pas aussi court que Cyril, parce que Cyril, c'est une catégorie poids lourd, ça va beaucoup plus vite. Mais il faut voir, hein, faut voir aussi quand j'arrive dans l'UFC. Si j'arrive et que j'ai 26 ans, ça va aller beaucoup plus vite, je pense, que si j'arrive à 22 ans, 23 ans. Tu vois. Parce que je pense qu'à 26 ans, j'aurais atteint encore un autre cap encore plus haut. Et là, vraiment, les mecs, je pense, je vais les froisser. D'ici là, je vais les froisser. C'est ça qu'on aime. Je vais remonter sur ce que tu viens de dire, froisser. Chimaev, qui a énormément progressé, qui allait très très vite, déjà parce qu'il est très performant, mais aussi parce qu'il a un trash talk. Est-ce que tu penses que c'est important pour progresser et aller très vite à l'UFC d'avoir ce trash talking? Pas forcément un trash talking envers une personne précise, mais je pense que c'est important de montrer que tu es là, que tu en veux et que tu as faim. Quoi. Tu vois, donc ça, c'est important de le montrer. Après, tu n'es pas forcément obligé de trash talker ton adversaire systématiquement. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Ouais, pour aller plus loin dans la communication, c'est que c'est important aujourd'hui, les réseaux sociaux, etc. Bien sûr. La visibilité, elle passe aussi par là. Même si tu as un record nickel, un share de nickel, ça suffit pas. Surtout pour une entreprise comme l'UFC, qui est une entreprise qui veut de la visibilité, qui veut du combattant qui est visible, qui va vendre du Comme ticket. toute entreprise, ils veulent des sous, et si tu leur apportes pas de sous, ils n'ont pas besoin de toi. Quoi. Donc ça, tu l'as déjà très bien compris. Bien sûr, et je peux pas leur en vouloir pour ça, tu vois. Bien sûr, parce qu'après, ça sera ton salaire plus tard, et ça fera que tu gagneras bien ta vie. Comment tu gères par contre cette partie de réseaux sociaux où tu as une partie qui est là pour dénigrer, pour faire mal? Alors moi personnellement, j'ai pas trouvé qu'il y avait beaucoup de haters ou des gens qui voulaient m'abattre. Parce qu'en fait, moi j'ai remarqué les rares personnes qui sont contre moi, ils disent vraiment des trucs bêtes parce que en fait ils ont rien à dire. Oui. Parce qu'ils peuvent rien dire en fait. J'ai jamais perdu. J'ai toujours montré, j'ai gagné tous mes combats de manière dominante. J'ai jamais donné ne serait-ce qu'un round à mes adversaires. Donc tu veux qu'ils me blâment sur quoi, tu vois? Ils peuvent pas me blâmer. Donc c'est souvent sur des trucs bêtes, tu vois. Donc je les prends pas au sérieux. Et même dans la vie de tous les jours, t'as pas de personnes qui viennent te critiquer Ah non, je pense un pas. peu moins. Encore moins dans la vie de tous les jours. Comment se passait, juste une question pour revenir sur la scolarité, à l'école quand tu commences à t'intéresser au MMA, à être combattant, est-ce que le regard des autres, de tes potes de classe, comment ça se passait à l'école? Moi, le moment où j'étais sûr que j'allais devenir combattant MMA, c'était, je crois, à 15 ans. Donc à 15 ans, tu es encore au lycée. 15 ans, c'est là où je me suis dit je vais être pro et que tu vois, j'avais la carrière en tête déjà. D'accord. J'avais même les organisations par lesquelles j'allais passer en tête. D'accord. Alors que avant ça, les gars, ils pensent à acheter une mobilette ou quelque chose comme ça. Tu avais en tête déjà de devenir pro MMA. C'est ça. Ça, c'était à 15 ans. Après, avant, j'avais aussi le MMA en tête, mais je connaissais pas encore assez le truc, comment ça marche. Tout. Mais le truc, c'est qu'à 15 ans, moi, je venais d'arriver au lycée. Donc, je suis en second. Et moi, j'ai une classe, elle était énervée. Tu vois, j'étais en bac pro bâtiment. Donc, il n'y avait que des garçons. Et donc, forcément, ça me soutenait de ouf. Ouais, tu vois, ça me soutenait de ouf. Donc, tu n'étais pas le gars qui sort de nulle part et qui s'entraîne comme un fou. Justement, je les voyais, eux, commencer à faire du shadow dans la classe. D'accord. Tu vois. T'as motivé toute une classe. C'est ça. Et encore aujourd'hui, je suis en contact avec eux, on essaie de se capter. C'est ça. L'autre question, c'est aujourd'hui, comment tu es perçu et comment toi tu le vis? Parce qu'aujourd'hui, voilà, tu es Baki. Tu n'es plus Baïsingour, tu es Baki. Tu passes à la télé, sur RMC, sur Canal+, sur les réseaux, tu es suivi. Est-ce que le regard de tes potes, pas la famille bien sûr, mais les potes, ce sont les potes qui ont ce regard-là, a changé vis-à-vis de toi et toi vis-à-vis d'eux? Non, je trouve que ça n'a rien changé du tout même. En tout cas au niveau de mes potes, de mes vrais potes, ça n'a rien changé du tout. Après bien sûr au niveau des gens qui juste me connaissaient, là ça a changé. D'accord. Les gens ils te parlent comme si tu étais leur pote depuis toujours. D'accord. Moi je le sais que c'est pas le cas. Mais au niveau de mes vrais potes et tout, non ça n'a rien changé. Au niveau de ma famille ça n'a rien changé. Non, moi je vois pas trop la différence. Et en plus, tu vois, moi je suis pas un gars qui sort beaucoup. Donc moi je vais qu'à l'entraînement et à la maison. Donc c'est rare qu'on me reconnaisse, qu'on me dise ouais Baki. Donc je prends pas la grosse tête, tu vois. Bientôt, tu vois. Non mais la notoriété, oui, c'est quelque chose que tu dois gérer effectivement et assez tôt, quoi. C'est un jeune homme encore, il a 21 ans. Je suppose qu'on t'arrête dans le public, forcément, on doit te demander. Ouais, bien sûr. Forcément. Ouais.
Et à ce moment-là, oui, ça te fait plus tout plaisir. Quoi, bien sûr. Surtout à Arès, tu vois, c'est le public qui est mon public. Ouais. Donc ça fait plaisir de ouf, tu vois. Donc voilà. Top. Dernière question. Dernière question. Oui, dernière question. Moi, j'aurais une question à te poser. Qu'est-ce que tu dirais au Baki qui a 6-7 ans et qui ne sait pas trop ce qu'il va faire plus tard? Qu'est-ce que tu lui dirais comme message? Je sais pas qu'est-ce que je lui dirais comme message, mais je lui dirais que tu es sur la bonne voie et tout. Parce que déjà, je me rappelle qu'à 6-7 ans, j'étais vraiment dans le délire combat, tu vois, je regarde. Moi, depuis petit, quand dans un film, il n'y a pas des combats et tout, j'arrive même pas à regarder le film. Il est nul. Il est éclaté le film, tu vois. Donc, je me disais, ce matrixage, il va payer, tu vois. Donc, c'est ça. C'est ce que je me dirais. Et qu'est-ce que tu dirais à Alexander qui va t'affronter? Je lui dirais que j'espère qu'il se prépare bien au Brésil. Parce que moi, je me prépare super bien ici. Et j'espère qu'on va faire un beau combat. Top. Merci Baki en tout cas pour ce Merci moment. Merci d'être venu à la bagarre. Merci Jeep. Merci. Et à bientôt pour d'autres interviews. Suivez-le, Baki, sur les réseaux, c'est important. Pride Order ici, la marque qu'il supporte et tous ses sponsors. Merci et à bientôt sur la bagarre.